Bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai paradoxe, celui de la République démocratique du Congo. C'est un pays, enfin, on le sait, aux richesses naturelles immenses. Cobalt, coltan, or. Oui, absolument colossal. Et pourtant, il reste plongé dans des crises, une instabilité qui n'en finit pas. Déjà en 94, les indicateurs sociaux étaient alarmants. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va essayer de décrypter ensemble cette longue histoire, très complexe, de la résistance politique là-bas, pour comprendre peut-être ce paradoxe. Exactement. On va regarder ça d'un point de vue historique, voir comment cette résistance a pris différentes formes, armée, spirituelle, non violente aussi, et même via la diaspora, depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant. D'accord. L'idée, c'est vraiment de saisir les motivations profondes, les formes, l'évolution de cette lutte face à l'oppression, face à l'instabilité. Des problèmes souvent liés, comme vous le disiez, à ces fameuses richesses. Alors commençons par l'époque coloniale. La résistance, elle n'est pas née en 1960, loin de là. Il y a eu des mutineries assez tôt, dans la force publique même. Ah oui, dès la fin du 19e siècle. C'était une réponse directe à l'exploitation féroce sous Léopold II. D'ailleurs, les Belges, ils jouaient déjà sur les divisions ethniques pour contrôler leurs soldats. Tout à fait une tactique classique de diviser pour régner. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'émergence de résistances, disons, plus inattendues, comme le kimbanguisme en 1921. Comment un mouvement spirituel devient une menace politique? Parce que Simon Kimbangu et son message d'émancipation spirituelle, ça remettait en cause l'ordre colonial, tout simplement. Le pouvoir belge y a vu une sédition politique. D'accord. Du coup, répression très dure, déportation massive dans ce qu'ils appelaient les camps de relégation. Et l'ironie, c'est que cette dispersion forcée, ça a surtout aidé le kimbanguisme à s'étendre. Ah oui, l'effet inverse de ce qui était recherché. Exactement. Une leçon, quoi. Arrive ensuite l'indépendance. Et là, évidemment, on pense à Patrice Lumumba, la figure de l'indépendance authentique, celle qui refuse le néocolonialisme. Oui, le symbole même de cette quête de souveraineté réelle. Mais ça a heurté de plein fouet les intérêts étrangers, évidemment. Et ça s'est terminé tragiquement. Tragiquement, oui. Son assassinat en 61, on sait aujourd'hui, avec l'aide d'agents belges, la complicité de la CIA, ça montre bien comment les richesses et la position du Congo attisaient les convoitises. C'est brutal. Et même le traitement de son corps. Dissous dans l'acide, cette histoire de dents gardées comme un trophée, la violence symbolique est extrême. Le retour de cette dent en 2024, ça a ravivé toute la force de son héritage panafricaniste. Un héritage qui a inspiré d'ailleurs les rébellions qui ont suivi ce qu'on a appelé la deuxième indépendance. C'est ça. Les Mulélis, les Simba. Avec des figures comme Pierre Mulele, qui avait été formé en Chine, je crois. Oui, une influence maoïste chez certains. Ils reprenaient ce flambeau lumumbiste. Mais là encore, la réponse du pouvoir a été... Implacable. implacable. Mulele, attiré par une fausse promesse d'amnistie en 68, puis torturé, exécuté publiquement. Cette brutalité, elle annonce un peu le régime de Mobutu qui s'installe dès 65. Et là, on bascule dans autre chose. L'ère Mobutu, la kleptocratie, le pouvoir au service du pillage. C'est exactement ça. Parti unique, le MPR, élimination des opposants dès 66 avec ses pendaisons publiques de ministres. Très marquant. Et puis, l'accumulation d'une fortune personnelle gigantesque, plus de 5 milliards de dollars selon les estimations, pendant que le pays s'enfonçait dans la corruption généralisée. C'est l'illustration parfaite de notre paradoxe de départ. Mais même face à ça, une opposition a fini par s'organiser, non? Autour de l'UDPS, d'Étienne Tshisekedi. Oui, l'UDPS notamment. La répression était toujours là, bien sûr, torture, exécution, mais ça a aussi poussé l'opposition à s'unir, dans ce qu'on a appelé l'Union sacrée en 91. Et en même temps, il y avait des conflits armés, les guerres du Shabbat. Oui, en 77 et 78. Des invasions menées par le FLNC depuis l'Angola. Ça a montré la faiblesse de l'armée de Mobutu, mais surtout ça a montré à quel point il dépendait du soutien extérieur. France, Maroc, États-Unis. En pleine guerre froide, le contexte était crucial. Bon, après Mobutu, la prédation continue, mais elle change de forme. C'est un peu ça, oui. La kleptocratie d'État, elle laisse la place à une économie de guerre. Des groupes armés, souvent avec des soutiens voisins, qui contrôlent les zones minières pour se financer. Le fameux coltan, minerai de sang. On en parle beaucoup, oui. Parfois, on exagère un peu son rôle financier direct. Le vrai problème, le problème de fond, ça reste la faillite de l'État. Un État incapable d'assurer la sécurité, incapable d'offrir des alternatives. L'Ouganda, d'après l'ONU.
Oui, c'est une rébellion qui revient. Et en face, le gouvernement qui utilise des milices locales, les Wazalendo. C'est pas un peu dangereux, cette espèce de sous-traitance de la guerre? C'est extrêmement risqué. Ça peut alimenter de nouveaux cycles de violence, fragmenter encore plus le pays. C'est une stratégie périlleuse. Mais à côté de cette violence, il y a d'autres formes de résistance qui émergent, plus pacifiques? Heureusement, oui. Il faut vraiment souligner ça. La montée des mouvements citoyens, Lucha, Filimbi, souvent portés par les jeunes. Ils utilisent les manifs pacifiques, le plaidoyer. Il y a aussi la diaspora très active avec les combattants qui ciblent parfois les officiels ou les artistes jugés collaborateurs. Et puis un acteur historique, l'Église catholique. Toujours un contre-pouvoir moral important, un médiateur aussi parfois. D'accord, donc si on essaye de résumer tout ça, la résistance en RDC, c'est vraiment une constante historique. Une lutte pour la souveraineté, la dignité, le contrôle des richesses. C'est le fil rouge, oui. Tragique, mais constant. Les formes évoluent, les acteurs changent, mais les causes profondes, la prédation, les ingérences, elles semblent bien rester. Et ce qui est troublant, c'est ce cycle où les résistants d'hier peuvent devenir les prédateurs de demain. On l'a vu, et c'est un risque avec l'utilisation des Wazalendo, par exemple. C'est le danger permanent, d'où l'importance peut-être de ces nouvelles formes de résistance non violentes, comme les mouvements citoyens ou le rôle de l'Église. Ça offre une autre perspective. Et ça nous amène à une question pour finir, peut-être. Si on dit que les conflits se nourrissent de la faiblesse de l'État, du manque d'alternatives, est-ce qu'une réponse purement militaire, viser la défaite des groupes armés, ça peut suffire? C'est la grande question. Est-ce que ça ne masque pas le besoin essentiel, fondamental, de construire enfin des institutions légitimes, capables d'offrir la sécurité, la justice, le développement, pour enfin peut-être briser ce cycle infernal. Une question essentielle, effectivement, pour l'avenir de la RDC.